Nous allons parler ce soir du Mali où il y a eu des manifestations dans le centre et le nord contre l'insécurité. On évoquera également le Cameroun avec ces rumeurs sur la possible démission de Paul Biya. Nous irons ensuite au Rwanda où Kigali a offert son asile aux réfugiés africains bloqués en Libye. Et puis le Togo, on fera le point donc sur l'élection des maires. L'Union pour la République, le parti au pouvoir, s'est confortablement installé sur une bonne partie des 117, en tout cas des communes du Togo. Nous en parlons ce soir avec Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Nyanwi, merci de m'avoir invité. Jean-Paul Agbo, directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Nous attendons l'arrivée de Rodrigue Aego. On va commencer avec le Mali, comme je le disais. Des manifestations se sont déroulées lundi dans le centre et le nord du Mali pour protester contre l'insécurité et réclamer la construction de routes pour désenclaver ces régions en proie aux violences intercommunautaires et aux attaques djihadistes. À Tombouctou, cité historique du Nord, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, des manifestants ont empêché pour le troisième jour consécutif l'accès à l'aéroport, à le bateau qui effectue la liaison avec Mopti, principale voie d'accès vers la capitale Bamako en raison de l'insécurité sur la route a été bloquée. Banques et services administratifs étaient restés fermés. Et ça montre, Jean-Paul, quand même que les populations du centre et du nord Mali veulent avoir la paix chez eux, mais est-ce que cette manière peut faire bouger les autorités ? En tout cas, on peut constater que depuis l'accord d'Alger en 2015, pas grand-chose n'a bougé au Mali en matière sécuritaire. Or, je ne vois pas comment un pays puisse se développer, mettre en œuvre une politique, y compris de développement, s'il n'y a pas la paix. S'il y a une instabilité consécutive à une insécurité. L'État malien aujourd'hui a failli sur le plan sécuritaire puisqu'il ne maîtrise pas une grande partie de son territoire où règnent des groupes djihadistes, des groupes d'autodéfense, etc. Je crois que les populations sont tout simplement excédées par cette situation où elles voient régulièrement périr leurs proches dans des affrontements et même dans des bombardements de l'armée malienne. Donc, tant que ce problème sécuritaire n'aura pas été résolu, je ne vois pas comment on pourra aller vers une société stable. Vous avez parlé des conflits intercommunautaires qui sont venus s'ajouter aussi aux conflits armés entre les rebelles, les djihadistes et puis tous les groupuscules qui pullulent dans la zone malienne. Malgré la présence de la force armée malienne. Non, je ne parle même pas de la force armée malienne parce que pour moi, elle n'hésite pratiquement pas. Le G5 Sahel, la force française, la Barkhane, etc. Malgré 4500 soldats français qui sont là, le G5 Sahel et puis toutes les autres forces internationales qui essaient de ramener une paix durable dans la zone. Tout ça se solde par un échec. Donc, je dirais que c'est la faillite de l'État malien, c'est l'une des faiblesses du régime de Ibeka, qui est là, il est dans son deuxième mandat. Et je comprends que les populations, au-delà de tout, soient excédées par cette situation et l'expriment, y compris de cette manière. Alors justement, une autre chose qui excède également les populations, et elles l'ont exprimé dans les manifestations, c'est l'état même des routes qui empêche toute activité commerciale dans cette partie du pays. Ce n'est pas seulement au Mali, dans plusieurs pays d'Afrique. Je pense qu'il n'y a pas une politique sérieuse en ce qui concerne la construction des routes. Vous savez, le Mali, c'est un pays riche, mais pauvre.
visiblement, parce qu'il n'y a pas de politique très sérieuse en ce qui concerne le développement et surtout la construction des routes. Vous savez, on dit la route du développement passe par quoi? Par le développement des routes. Donc, les gens, tout d'abord, ils sont excédés par des violences intercommunautaires. Quand on voyait par exemple le pays d'Ogon, il est situé entre le centre et la frontière avec le Burkina Faso. Donc, il y a des Peuls, et enfin, les Peuls qui sont traditionnellement des éleveurs, et en face, il y a des agriculteurs. Ces deux communautés qui se sont toujours affrontées pendant des années, et ces affrontements ont obligé certains à quitter la région et à se réfugier ou à changer de localité. Donc, des gens n'arrivent pas, ils quittent leurs avoirs, ils quittent leur terrain, là où ils ont vécu, ils ont passé assez d'années, ils quittent tout ça là et ils se réfugient dans d'autres localités. Ça veut dire la situation change catégoriquement. Et aussi, quand ils viennent à un autre endroit pour s'y réfugier, au lieu que les activités marchent, au lieu que l'État leur permette de véritablement faire développer leur activité avec la construction des routes et d'autres infrastructures, l'État est pratiquement absent. Alors qu'est-ce que vous voulez que la population, les populations fassent? Il faut juste qu'elles manifestent. Mais à ce niveau, Jean-Paul Agour l'a dit, l'État malien a failli en ce qui concerne le plan sécuritaire. Il a failli parce que jusqu'à présent, l'État n'arrive pas à prendre des mesures pour venir à bout de ces violences-là intercommunautaires dans le pays d'Ogon. Regardez, depuis 2015, il y a un groupe djihadiste qui est s'y installé et qui ne fait que recruter les Peuls. Et en face, il y a un autre groupe. C'est-à-dire, il y a Ambassago, et aussi qui s'est armé. L'État malien avait demandé à ce groupe de désarmer. Et on a bombardé entre-temps dans Ambassago entre-temps, mais ça n'a pratiquement rien donné. Il y a des accords qui ont été signés en août dernier. Ça n'a pratiquement rien donné. Maintenant, c'est que l'État n'est pas ferme. Quelle est la politique de l'État par rapport à cette zone-là? S'il faut juste rester là et l'armée malienne reste là et puis va chercher à bombarder un groupe de défense et après se replier, et ça va donner quoi? Et jusqu'à quand? Les gens sont excédés parce qu'il n'y a pas de politique sérieuse pour venir à bout de ces violences intercommunautaires, et il n'y a pas de politique sérieuse pour développer et la localité du pays d'Ogon et tout le pays malien. Le pays malien aujourd'hui est pris, surtout avec son moto, est pris par les autorités françaises. On ne sait même pas ce que les autorités françaises sont en train de faire là depuis des années. Jean-Paul, au-delà de l'aspect sécuritaire et tout, les manifestations des populations semblent indiquer une sorte de démission de l'État en ce qui concerne en tout cas ces deux parties du pays. Oui, c'est ça qui avait expliqué, en tout cas c'est la motivation qui avait été mise en avant tout au début de la crise sécuritaire au Mali, ce qu'on appelle la Zawad. Oui. Ce qu'ils mettaient en avant, c'est justement le fait que ils étaient des laissés pour compte des marginaux dans la République malienne. C'est pourquoi ils revendiquaient leur autonomie ou leur indépendance. Est venu se greffer à cette situation, donc l'arrivée des djihadistes après la chute de Kadhafi. Et donc, il y avait des revendications, j'allais dire, socio-économiques à la base dans cette zone. Mais ces revendications ne se limitent pas simplement à ces zones. Je crois que c'est tout le Mali qui, depuis des années, vivait dans une situation, j'allais dire, de précarité sociale très difficile, que ne masquait pas cet intérêt que toute la communauté internationale portait au Mali à cause d'une transition réussie avec l'arrivée de Toumani Touré. Non, c'est Alpha Omaré qui est arrivé après Toumani Touré. Donc, cette transition pacifique avec une double alternance a masqué en réalité les problèmes économiques de ce pays. Maintenant, quand est arrivée la guerre contre les rebelles, ensuite contre les djihadistes, les problèmes se sont posés avec plus d'acuité, ce qui a amené le coup d'État contre ATT. Donc, il y avait des problèmes sociaux, je dirais comme un peu partout en Afrique, mais est venu se greffer à ces problèmes sociaux, les problèmes sécuritaires. Donc, encore une fois, c'est ça qui excède en fait. Les problèmes de route, Firmin l'a dit, ce n'est pas particulier au Mali, et je ne pense pas que ce soit particulier à ces zones-là. Mais lorsque vous avez
ces problèmes sociaux, ces problèmes d'infrastructure, ces problèmes d'accès à un minimum de services sociaux, de services publics, et qu'en plus, il y a tous ces problèmes sécuritaires où très régulièrement des incursions de groupes armés viennent semer la mort et la désolation dans ces localités. C'est normal qu'à un moment donné, les gens, eux aussi, prennent les armes, se constituent en groupe d'autodéfense et essaient, en tout cas, de reconstruire une communauté, j'allais dire, vivable autour de ces zones. Alors, il y a le ministre du dialogue malien, Amadou Diko, qui a estimé que ces revendications sont abusives. Il dit que le mouvement participe de l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Et si revendications il y a eu à avoir, ça doit se faire dans le cadre du dialogue. Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de dire ces gens sont en quelque sorte manipulé par d'autres? Oui, c'est ce qu'il va dire. Lui, c'est un politique. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? C'est un politique. Il faut qu'il trouve une solution. Mais ce n'est pas à exclure non plus. Non, bon, ce n'est pas à exclure. Mais ce que les gens disent, ce que les gens revendiquent, c'est sérieux. C'est sérieux. Les gens souffrent. Les gens sont excédés par la violence. Les gens n'ont pas accès au seul minimum. Au minimum vital. Les gens souffrent, les gens quittent leur localité, les gens se réfugient ailleurs. Il y a des gens même qui quittent le Mali pour des violences. Si ça ne tenait qu'aux problèmes sociaux, peut-être on pouvait supporter comme dans tout pays africain, on arrive à supporter un peu. Mais du moment où il y a des armes, vous dormez avec les armes, vous dormez avec le crépitement des armes. Il y a des groupes d'autodéfense qui se créent tous les jours. Vous êtes à la maison, on tire sur vos frères, on tue vos frères devant vous. Il y a des dizaines de morts devant vous. Vous n'arrivez plus à vaquer librement à vos activités, à vos préoccupations. Devant cette situation, vous êtes décidé et vous ne pouvez que vous lancer dans les rues. Le ministre, c'est le gouvernement, bien sûr. Lui, il est là pour protéger l'État, pour tenir un discours politique. Oui, on peut le lui concéder. Mais ce que les gens disent, c'est réel. C'est une réalité que les gens vivent. Alors, il va falloir que le gouvernement trouve une solution sérieuse à ce problème-là. Et aussi, il faut faire appel à la communauté internationale. On se demande, c'est comme Jean-Paul Agbo l'a dit en début d'émission, mais on se demande ce que fait le G5 Sahel depuis. Parce que quand on voit le G5 Sahel, le G5 Sahel a été mis en place pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le radicalisme, pour lutter contre le djihadisme. Mais depuis, le Mali, c'est un seul pays. Au moins depuis des mois ou depuis des années que le G5 Sahel a été mis en place, avec tous les fonds qui ont été mis dedans, on ne sait pas ce que fait en réalité le G5 Sahel. Quand on voit le Mali, il y a des attaques djihadistes. Quand on voit le Burkina, c'est des choses qui se poursuivent. Ouais. Quand on voit le Nigeria, on se demande quel rôle joue en réalité et le G5 Sahel et les forces françaises installées au nord Mali. Alors quand on regarde Jean-Paul Agbo sur l'image qui est derrière nous, on lit sur certaines pancartes IBK dégage. On connaît ce slogan dans d'autres parties de l'Afrique, mais on est quand même dans une zone Mali du Nord, Mali du Centre, où lors des dernières élections, on n'a même pas pu voter dans beaucoup de régions. Là. Oui, ça, c'est une des curiosités de ces élections où on a vanté la crédibilité, la transparence des élections, même si ça a été contesté, mais ça n'a ému personne qu'une bonne partie de ces populations n'ait pas voté. C'est comme à RDC où on a expliqué que Ebola ne permettait pas à certaines populations de... Oui, ça renforce le ressentiment de ces gens-là. Déjà, ils n'ont rien, ils vivent en insécurité. Puis en plus, ils n'ont pas élu le président actuel. Donc, non, IBK, je suis pas malien, mais je pense que, en tout cas, c'est quand on fera son bilan au bout de son deuxième mandat, nécessairement, ce sera une tache noire dans son bilan. Parce que le rôle premier, le rôle régalien d'un État, c'est d'abord de protéger ses populations et de leur offrir la sécurité. Si vous échouez à faire ça, je crois que déjà, vous ne pouvez pas réussir votre politique économique, vous ne pouvez pas mettre en œuvre vos projets sociaux. Et donc, ça va être très difficile après de revendiquer une réussite de son mandat. Donc, IBK, je crois que même qu'au niveau de la santé, physiquement, n'est pas, pour moi, en état de faire face à la situation sécuritaire au Mali. C'est peut-être ça qui explique qu'il a pris un Premier ministre beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique. Mais est-ce qu'il aura tous les moyens pour faire face à la situation sécuritaire?
Rappelons encore une fois que pour l'instant, l'opération Barkhane qui a succédé à Serval, le G5 Sahel, toutes les forces internationales qui sont là, aucune n'arrive véritablement à résoudre la question. Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'ailleurs de résoudre la question, y compris par justement les instances internationales, en tout cas les acteurs internationaux qui gravitent autour de cette crise, que ce soit la France, les États-Unis et puis tous les autres acteurs, et puis les voisins, les grands voisins, l'Algérie, etc. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de mettre fin à ce conflit? On ne dirait pas, parce qu'encore une fois, tous les accords qui ont été signés sous l'égide de ces gens-là, avec le soutien de ces gens-là, se sont soldés après par des échecs. On va aller à la première pause et on revient dans quelques minutes.